sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. C'est la folie. Mais quelle folie! C'est incroyable! Bonjour à tous, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble en direct. On est sur France 2. Elle sort à peine de son match des Lakers. Sarah Cadour est avec nous. Il a mis sa petite polaire post-surf. C'est évidemment Arnaud Loquet. Et puis ils sont choisis sur leur physique. Notre public, évidemment, est là avec nous. Alors, j'ai quelque chose de très très important à vous dire. Vous avez vu... Ah, bah non, c'est caché par les cheveux, ça va pas du tout. Vous avez vu cette petite jonquille là, trop belle? Tout au long du mois de mars, il faut soutenir l'opération Une jonquille contre le cancer pour aider la recherche de l'Institut Curie. Je suis extrêmement agressive avec vous et péremptoire parce que je suis marraine d'une jonquille pour Curie et que c'est évidemment très important de faire un don. C'est hyper simple. Vous envoyez 10 euros... vous envoyez 10 euros, oui, c'est bien ça. En envoyant don 10... par SMS au 92 002, 92 002, paf. Après, c'est enlever de votre facture, emballer, c'est peser et vous aider la recherche. Ça, c'est fait. Et dans notre dossier du jour, on va se poser la question, est-ce que la société conditionne différemment hommes et femmes à la douleur? Et on va tout vous expliquer avec le programme du jour. Ce matin, Arnaud, vous êtes allé confronter des hommes à une douleur qu'ils ne connaissent pas, c'est la douleur des règles. Ben, ça leur a ouvert les yeux, petits choux. Et si ces différences de sensibilité étaient également sociétales, notamment par l'approche de la médecine selon les genres? Pour en parler, je reçois le médecin et romancier Martin Vinclair, qui nous explique en quoi la médecine est encore aujourd'hui très patriarcale. Un médecin féministe, ça nous plaît. On accueillera aussi notre chroniqueur et kinésithérapeute M. Tonkiné. Il va venir nous montrer que les femmes peuvent faire certaines choses que les hommes ont plus de mal à faire. Mais apparemment, on m'a dit que c'était hallucinant. Et puis, bien sûr, il y aura, comme chaque matin, Stan Gusman qui sera là pour nous déculpabiliser, pour faire exploser tous nos complexes et puis pour nous aider à y voir plus clair sur la sensibilité à la douleur entre sexes. C'est notre médecin urgentiste tout-terrain Abigail Deby qui est avec nous. Bonjour Abigail. Bonjour. Alors on l'a dit, les hommes sont souvent bien plus douillés que les femmes pour un même mal. Force est de constater que mon mari a eu une trachéite et qu'il m'a dit de façon extrêmement sérieuse récemment « Tu te rends compte de ce que je vis ?» C'est vrai, c'est une vraie histoire. Attention, c'est une vraie anecdote. Et je dis « Bah oui, tu vis une trachéite, mon chou. » Comme à peu près 100% de la population plusieurs fois dans sa vie. Est-ce que la science montre que notre sexe peut influencer plus sérieusement la manière dont on ressent la douleur ? Oui, mais c'est pas si simple parce que la douleur, c'est un phénomène multifactoriel, c'est complexe. On sait que d'ailleurs dans le cerveau, on parle de matrice de la douleur parce qu'il y a plusieurs aires qui sont impliquées. Donc ça dépend de facteurs psychologiques, sociaux, émotionnels, neurologiques, immunologiques, biologiques. Et la science, elle est quand même un peu plus prudente et elle va quand même remettre un petit peu en question l'idée préconçue qu'il y aurait un sexe qui serait plus sensible ou plus courageux, même si quand même on va le voir, il y a des différences à la fois neurobiologiques et psychosociales dans la douleur. On va en parler tout au long de cette émission. Vous n'avez pas trop fait souffrir les Français, j'espère, surtout les hommes. Bien si. Voilà, tu fais un malin plaisir. What a surprise. Je leur ai épilé la barbe, vous allez voir. J'ai vu que vous aviez un petit poil de barbe un peu disgracieux, il faut qu'on enlève. Allez, vous n'êtes pas douillé de toute façon. 3 d'un coup. Elle va me suivre. Et là, il y en a un blanc aussi. Ah, là, ça fait mal. Non, Mais si. mais c'est rien. Il y a des endroits qui font mal. Mais nous, on le fait tout le temps, ça va. Mais il n'y a pas de barbe, là. Eh ben là, ouais, on en a eu 5. Belle pêche, belle prise. Il se pince les lèvres et Tu puis... es rafraîchi Non, mais là-bas. normalement, à la télé, on fait semblant, en fait, Sarah. Ah non, jamais. Elle le fait vraiment. Vous connaissez. Oh, il est gentil. Vous me le présenterez, parce que vraiment... Dans le public, bonjour, c'est Elia qui est avec nous aujourd'hui. Donc vous qualifiez un peu de dur au mal.
Je pense que Voilà, quand vous étiez exactement. petite, vous n'aviez pas trop peur d'aller chez le dentiste, mais vous avez fait de la boxe. Et aujourd'hui, vous êtes un peu surprise par moment de voir des hommes qui se plaignent beaucoup autour de vous. Ça vous questionne. Donc on va essayer de vous donner des réponses aujourd'hui dans l'émission. Merci Elia d'être avec nous. Vous aussi d'ailleurs, vous pouvez témoigner dans le public. Pour ce faire, vous avez nos réseaux sociaux, les réseaux de Bel et Bien Ensemble. Vous nous envoyez un petit message privé, un MP, comme on dit. Waouh. Et puis on vous répond, bien sûr. Vous êtes dans le coup. Oui, je suis in. Allez-y, Sarah, sortez tout de suite de ce plateau, allez dans le public. Quand on parle de sensibilité à la douleur, on ne parle pas seulement de résistance ou de courage, on parle de mécanismes beaucoup plus complexes. Il y a du biologique, du neurologique, du psychologique et même du culturel. Et c'est justement ce qu'on va décrypter ensemble. C'est le moment de répondre à ces questions que tout le monde se pose. Sarah, non, L'épilation pas le public. continue. Ah non, Dans mais mon salon. pourquoi Ça va, on y va? Ah non. Hop là. Mais elle le fait. Bah oui. Elle le fait. On lance le micro-trottoir et en attendant, je lui fais le maillot. Partez. Allez, on y va. Êtes-vous du genre douillette, vous? Je pense que j'ai une bonne résistance à la douleur quand même. Non, plutôt résistant. Pas vraiment. Dans quelle situation vous est-il déjà arrivé de simuler des douleurs? Quand il faut faire la vaisselle, je dis ah, je suis fatiguée, je suis un peu mal au dos. Est-ce qu'il y a moyen que tu la fasses? Selon vous, qui supporte le plus la douleur entre les hommes et les femmes? J'aurais eu tendance à dire les femmes, de par le fait qu'elles mettent au monde. Il n'y a pas de débat, c'est clairement les femmes qui supportent mieux la douleur. Je vais me faire tuer par les mecs, mais je pense que c'est les mecs qui supportent mal. L'accouchement, on n'en parle même pas. À partir de là, pour moi, c'est game over. Comment pensez-vous que les hommes se comporteraient s'ils avaient leurs règles? Les débuts seraient compliqués, je pense. Ouais, ils seraient étonnés. Mais bon, ils feraient comme nous, ils s'adapteraient. Alors déjà, je pense que toutes les protections ce serait gratuit et universel. Ouais. Il y aurait même un congé menstruel et ce serait pas un sujet tabou. Je vais vous proposer 5 minutes de douleur de règles. Super. Vous souffrez? Ah, c'est bon, stop. J'arrête? Oui. Pardon, je sais plus comment arrêter. Je sais plus. J'en peux plus. Ça y est, j'ai arrêté. Oh non, pardon, vous pleurez. Non, mais comment vous faites? Bah, je sais pas. Waouh. On est résistante. Oui, mais beaucoup trop. Non, Oui, mais c'est pas possible, ça, mais c'est... pauvre petite nature. Ouais, bah... Allez, on remet un coup vite. Non, non, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Oh là là, mais le pauvre. Ça va. On vit ça tout le temps. Non, mais il manquait plus que les coups, quoi, avec lui. Vous l'avez Ça épilé, arrive. vous l'avez électrocuté, mais c'est un truc de dingue. Et vous, ça va repousser de rue, hein, vos poils de bras. Il est sachez-le. content. Bon, en tout cas, Arnaud, vous aussi, vous avez mis les jeunes hommes à rude épreuve parce que vous leur avez fait ressentir des douleurs menstruelles, mais on verra ça tout à l'heure. Avant ça, Elia, alors, vous aussi, vous pensez que les hommes sont souvent beaucoup plus douillés. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez le même mari que moi, quoi? Peut-être qu'on le partage. Peut-être qu'il a une double vie. Peut-être que vous n'avez pas de micro non plus. Alors qu'on est en direct. Allons-y. Alors oui, c'est vrai que j'ai pu constater que pour certains hommes, au moindre petit bobo, c'est la fin du monde. Bah oui. Alors, je peux vous donner un exemple. Ouais, Moi, à j'aime bien. l'époque, j'avais un colocataire. Dès qu'il avait la moindre chose, c'était une catastrophe. Il s'isolait complètement, aucune vie sociale, le bazar complet dans l'appartement. Et justement, je ne pouvais pas le voir pendant 2 ou 3 semaines. Mais vraiment, le moindre petit rhume, etc. Au travail, je l'ai remarqué aussi de manière générale, des arrêts plus longs de la part des hommes. Donc, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a vraiment une raison scientifique? Ou alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils exagèrent un petit peu? Non. Je ne sais Vous pas. avez été en colloque avec Arnaud Loquet, apparemment. Hein, ça devait bien se passer. Démasqué. Et démasqué. Abigail, on va essayer de répondre à ces questions. Hein. Évidemment, là, on est en plein dans le thème de l'émission. Sur le plan physique et biologique, qu'est-ce qui différencie les hommes et les femmes face à la douleur? Alors c'est sûr qu'il se passe quelque chose parce que déjà les femmes, elles sont surreprésentées dans toutes les pathologies douloureuses. 60% des patients qui souffrent de douleurs chroniques sont des femmes. 80% des pathologies auto-immunes concernent les femmes.
elles souffrent 3 fois plus de migraines. 90% des fibromyalgies, ce sont aussi des femmes. L'intestin irritable, 70% de cas, ce sont des femmes aussi. Donc il y a quelque chose. Alors on peut donner plusieurs explications qui sont vraiment validées par la science. La première explication, elle est hormonale. On sait que les hormones sexuelles modulent les voies de la douleur, les œstroprogestatifs. D'ailleurs, il y a plus de douleur plutôt en phase lutéale et pendant les règles, tandis que la testostérone, on pense qu'elle pourrait avoir un effet un peu protecteur. Premier effet. Deuxièmement, ce qu'on appelle les voies de la neuroimmunité, c'est-à-dire les liens entre le système nerveux et le système immunitaire, sont différents. Les femmes et les hommes vont activer des voies différentes. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Et puis, il y a d'autres différences. Quand on fait des IRM fonctionnels aux hommes et aux femmes confrontés à une expérience douloureuse, les hommes vont activer davantage leur cortex préfrontal, donc ce qui est plus en rapport avec le contrôle et la rationalité, et les femmes, davantage le cortex limbique, donc les aires liées aux émotions. Attention, ça ne veut pas dire, les faits sont neutres, mais l'interprétation ne l'est jamais. Ça ne veut pas du tout dire que les hommes sont plus rationnels et que les femmes sont plus émotives. Il y a plein d'explications qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et puis d'autres choses aussi étonnantes, les hommes sécrètent davantage d'opioïdes endogènes, c'est-à-dire c'est des endorphines, donc qui ont un effet calmant. Et on pense même que pour certains médicaments comme la morphine, ils répondraient mieux aux antalgiques. Donc il y a plein de différences, mais après, l'interprétation, elle est beaucoup plus compliquée que des faits. Et donc les hommes sont plus douillés que les femmes ou pas ? Non, c'est pas si simple. En fait, pour interpréter la douleur, il faut l'interpréter à la fois de façon neurobiologique, mais aussi prendre en compte le contexte dans lequel on reçoit cette douleur et la façon dont on l'exprime. Ce qu'on sait, selon la science, c'est que les hommes, ils vont avoir tendance à moins consulter et consulter plus tard. Et donc, peut-être, ils vont exprimer plus de douleur à ce moment-là, mais aussi probablement parce que leur pathologie aura pu s'aggraver. On sait aussi que les femmes, elles vont avoir une sorte d'habituation à la douleur depuis assez jeune, à cause des éventuelles douleurs de règles, d'une endométriose qui touche quand même 10% des femmes. Peut-être on se rendra compte que c'est plus dans le futur. Des douleurs de l'accouchement qui sont terribles pour celles qui l'ont expérimenté. Donc il y a ça. Mais les études sont assez paradoxales. On pense que les femmes ont des seuils d'activation de la douleur qui sont plus bas, qu'elles seraient plus sensibles à la douleur. Mais il y a plein d'études qui se contredisent. Et puis, ce qu'on voit aussi, par contre, c'est que les hommes vont garder plus en mémoire les expériences des douleurs passées. Et donc, ils vont avoir une sorte d'anxiété d'anticipation et des pensées un petit peu catastrophistes, beaucoup plus que les femmes, lorsqu'ils vont être confrontés à nouveau à la douleur. Mais encore une fois, ce qui est compliqué à interpréter, c'est ce qui est de l'ordre de la biologie et ensuite ce qui est de l'ordre psychosocial. Parce qu'en fait, on va le voir après, la façon dont on exprime la douleur et celui qui la reçoit, notamment les personnes du corps médical, ne vont pas tout à fait la recevoir. Et oui, c'est ça. Pareil. Donc on a compris que la biologie n'explique pas seule la différence de perception. Est-ce que les femmes ont été depuis toujours conditionnées à mieux recevoir la douleur et à mieux la vivre ? Alors pareil, il faut encore replacer ça. Il y a deux choses. Il y a effectivement l'éducation depuis le plus jeune âge. On voit qu'il y a des inégalités genrées dans l'éducation émotionnelle notamment. C'est vrai que pour les petites filles, puis les jeunes femmes, on va sans doute leur apprendre plutôt à se décentrer un petit peu de leurs propres besoins, à ce qu'on appelle s'auto-silencier, c'est-à-dire faire passer les besoins des autres avant les siens, avoir de l'empathie. Puis plus tard, la charge mentale concerne quand même beaucoup plus les femmes, donc on est plutôt à côté de nos propres besoins et de nos propres sensations. Et puis, chez les petits garçons et plus tard les jeunes hommes, peut-être qu'on a plus de difficultés à leur dire d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs douleurs. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, évidemment, il y a la réponse du corps médical. Et ça, on va le voir plus tard. Elle est elle est vraiment différente entre les hommes et les femmes. Donc il y a vraiment un conditionnement social très fort. Mais encore une fois, on ne peut pas se référer juste aux études. Une dernière petite anecdote amusante. Il y a une étude qui montre que les hommes expriment plus de douleur dans les études quand l'expérimentateur est une femme. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons d'interpréter ces différences et c'est ça qui est passionnant et c'est pour ça que pour prendre en charge la douleur, il faut la prendre en charge dans tous ses aspects. Merci beaucoup Abigail Deby, vous restez avec nous, bien entendu. Merci Elia pour votre témoignage, parce que vous n'êtes pas seul. On avait, nous aussi, un peu ce regard-là sur les hommes, mais on va essayer de décortiquer encore. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes nos solutions bien-être sur les réseaux sociaux de l'émission, donc n'hésitez pas. On va se poser quand même une question. Si la résistance des femmes était aussi liée à leur histoire face à la douleur. Arnaud, je crois que vous êtes allé tester des douleurs typiquement féminines. Eh oui, mon chou. Oui, madame.
que Elia a affiché ouvertement ma perception de la douleur pendant notre colocation. Je ne vais pas pouvoir donner mon propre avis là-dessus, je vais rester prudent. Cela dit, c'est vrai, quand un homme qui est à l'agonie pendant un rhume et une femme qui est capable d'endurer un accouchement, il y a quand même un fossé, c'est même un cratère, je pense. Donc, mesdames, regardez, on a pris des bons gros bonhommes et on leur a fait tester cet appareil d'horreur qui fait donc percevoir les douleurs de règles aux hommes. Regardez, c'est cadeau. Katia est partie dans la Drôme, direction une piscine où elle a ses habitudes pour tester cette machine infernale sur des hommes, des costauds, des maîtres nageurs. Oh, ah oui, effectivement, oui. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, vache, je rigole. C'est une sorte de crampe aux abdos, comme si je vomissais en fait, des crampes, des constants. Donc ça, une femme ressent ça quand elle a ses règles. Une journée comme ça Ah, une journée difficile. Alors, si c'est ça tous les mois, bon courage mesdames, parce que on peut l'enlever, c'est... C'est trop dur? Ouais, ça commence à piquer là. Je suis très content d'être un homme. Pour comprendre ce qui se joue, Katia est partie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand rencontrer la grande spécialiste française de la douleur. La professeure Gisèle Pickering, membre de l'Académie nationale de médecine, qui consacre sa carrière à comprendre comment nous ressentons la douleur. Alors concrètement, le rapport à la douleur, en quoi il est différent chez les hommes et chez les femmes? L'expérience de la douleur chez une femme est complètement différente sur une vie de l'expérience d'un homme. Chez une femme, les petites filles, les jeunes filles ont leur première douleur menstruelle, qui sont des spasmes, qui sont vraiment des vraies douleurs. Puis ensuite, chez les femmes, il y a toute cette période jusqu'à douleurs postpartum, et puis toute la vie avec des douleurs menstruelles, et les douleurs aussi suite à l'ostéoporose. Donc il y a comme une imprégnation de ce vécu de la douleur sur toute une vie. Chez les hommes, c'est différent, il n'y a pas ces cycles, et il y a certainement des événements traumatiques qui peuvent se passer, mais ça n'est pas ponctué de la même façon. Donc l'expérience vécue n'est pas la même. Pour vérifier concrètement tout ça, Katia est partie à la rencontre des étudiants en médecine du centre hospitalier universitaire avec une question simple. Quel est leur premier souvenir de l'expérience de la douleur? Moi, c'est une fracture du radius. Les règles. Je me suis cassé le nez. Tes règles? Moi, je me suis déjà blessé le genou en ski. Les règles aussi, je pense. Une fois, je me suis fait piquer par une méduse. Pareil, les règles. Tomber, ça fait moins mal. Se casser quelque chose, ça fait moins mal. La première expérience de la douleur chez l'homme et chez la femme est différente. Oui, il y a vraiment une différence dans même la mémorisation. Pour les filles, c'est souvent un peu plus flou parce que ça se brouille un petit peu sur le passé, alors pour les garçons, c'est beaucoup plus aigu. Donc il y a quand même la mémorisation aussi de la douleur qui est importante, qui fait qu'il y a une intégration plus importante de la douleur dans le vécu quotidien des filles. Comme les jeunes femmes souffrent chaque mois, donc plus souvent que les garçons, on a tendance à penser que les femmes sont plus résistantes à la douleur. Mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. On est tous différents par rapport à la douleur. C'est pas parce qu'un homme ou une femme ne témoigne pas beaucoup qu'il n'a pas mal, et inversement. C'est pas parce que quelqu'un parle beaucoup de sa douleur qu'il a plus mal que quelqu'un qui ne témoigne pas. Donc il y a des différences, certainement physiologiques, mais il faut se garder d'avoir des stéréotypes et des normes toutes faites qui pourraient empêcher en fait d'avoir un diagnostic très pointu sur l'évaluation de la douleur. Qu'en pensent nos futurs médecins? Les femmes sont plus résistantes à la douleur. La perception, elle peut être différente en fonction de chacun et pas forcément en fonction du sexe. Les douleurs des femmes, elles sont beaucoup plus minimisées, puisqu'il y a un peu cette pensée-là que la femme se plaint beaucoup plus et que les plaintes sont exagérées, ce qui est la plupart du temps faux. Peut-être, je pense qu'elle supporte plus de choses que... Et elles se plaignent moins, oui, elles surtout. plus. Oui, les femmes, elles sont plutôt fortes parce qu'accoucher, ça a l'air quelque chose de terrible. Donc... Moi, ma mère m'a toujours dit que si c'était les hommes qui accouchaient, l'espèce serait éteinte depuis très longtemps. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire des césariennes systématiquement. Je trouve ça sympa d'avoir la réaction de jeunes étudiants en médecine. Et vous me disiez vous-même, vous avez une définition de l'homme qui vient aux urgences. C'est vrai que quand même, à force de faire des urgences, ça fait presque 20 ans maintenant, je vois souvent des hommes, une discordance entre un grand gaillard qui a l'air très courageux et la bénignité de la pathologie. Et donc souvent, on a une blague, on a beaucoup de blagues problématiques entre médecins, il faudrait que ça change. Mais souvent, on dit, ah tiens, encore un homme malade. Et souvent, voilà, c'est j'arrive pas à respirer. Ça veut tout dire. Juste parce qu'on a un rhume, quoi. Voilà. L'important, c'est quand même de bien comprendre la douleur pour mieux la traiter, c'est ça la clé. Tout à fait. Blague à part, après, ça ne nous empêche pas de les prendre bien en charge. Et de respecter la douleur de l'autre et de comprendre la douleur de l'autre. Oui, tout à fait.
Bon, eh ben merci beaucoup Arnaud. Alors vous savez qu'il nous fait déculpabiliser toujours un peu plus tous les jours. C'est Stan Gusman qui est avec nous. Ah là là, je douille. Je veux ma maman, Agathe. Ben, je suis là. Oui, c'est vrai. Je me suis fait une grave blessure au bras. Franchement, je suis un guerrier de venir faire cette chronique en direct. Vous voulez voir? Je vous préviens, c'est pas Jojo. Hein. J'espère que c'est pas trop impressionnant. Bien accroché. Regardez, en plus, ça va faire mal d'arracher le pansement. Là, regardez. Vous voyez? Oh là là. Regardez cette plaie, c'est faut pas amputer, joli, non? joli. On est d'accord. Hein. Je pourrais avoir du paracétamol parce que sinon, je vais jamais réussir à faire cette chronique. Merci, c'est gentil. C'est mauvais pour les reins, n'en buvez pas trop. Ah, mais je souffre tellement. Alors, vous allez dire que je suis un peu douillet, j'en suis sûr. Et bah ça, franchement, je trouve ça dégueulasse. Dès qu'un mec lutte pour sa survie, il passe pour une chochotte. En fait, Agathe, je souffre, j'ai du mal à le dire, d'un stéréotype de genre qu'on appelle le rhume de l'homme. Une expression sarcastique qui vise à nous humilier et qui voudrait qu'un homme enrhumé demande à être envoyé dans la seconde en soins palliatifs pendant qu'une femme grippée fait les courses, va au travail et babysit son homme et ses enfants. Alors oui, il y a un peu de vrai. Mesdames, si vous arrêtez de vous reposer, du coup, le monde s'écroule, car vous ne pouvez pas trop compter sur nous pour supporter la charge mentale. J'entends. Okay. Mais il y a une autre réalité, pas culturelle cette fois, biologique. Et croyez-moi, ça va vous en boucher un coin de l'apprendre. En fait, les hommes seraient par nature plus sensibles au virus que les femmes. Oui, selon une étude, sans doute commandée par des hommes pour des hommes, on apprend que nous, les mecs, on aurait des symptômes plus sévères que vous en cas d'infection respiratoire. Ah ah! La raison, la testostérone fragilise notre immunité, quand les oestrogènes la stimulent. Naturellement, vous produisez donc plus d'anticorps, vous répondez mieux aux vaccins et vous éliminez plus vite certains virus. Voilà pourquoi vous avez un taux de mortalité inférieur au nôtre face aux maladies virales. Mais alors pourquoi cette différence de genre? Certains biologistes avancent une théorie appelée immunité protectrice féminine, selon laquelle la sélection naturelle a favorisé une réponse immunitaire plus solide chez les femmes, car elles assurent la grossesse, l'allaitement, l'éducation des enfants et tant d'autres choses. Donc voilà, Gatz, ce que je ressens aujourd'hui, c'est pas de la comédie. Et c'est normal que j'ai peur d'y passer, oui, car mon immunité est plus faible que la vôtre. D'ailleurs, vu l'ampleur de ma plaie, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Bah oui, non, mais moi, je suis très inquiète. Hein. Et je voulais vous dire que ça a été un plaisir de travailler avec vous. Me partager. Alors, j'ai mon testament avec moi. Ah. Voilà, je vous le donne. Est-ce que vous pourrez le transmettre à ma femme et lui dire que je l'aime? Je lui dirai. C'est gentil. Et Arnaud, je précise que tu figures au testament. Oui, en fait, dedans, je te lègue mes cheveux. Voilà, pour la calvitie. Bah ça, c'est un beau cadeau. Adieu, les amis. Ça, c'est cool. Hein. C'était super. Adieu. Ça va changer votre vie. Enfin, vraiment, Arnaud. Vous êtes content? Il en chiale, dis donc. Merci beaucoup, Stan Gusman. On l'a vu, Abigail, les femmes gèrent la douleur différemment parce qu'elles sont plus habituées que les hommes à la supporter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour mieux supporter et gérer cette douleur? Alors, il y a plein de petits conseils qu'on peut donner. Alors déjà, l'activité physique régulière. On sait que les personnes sportives pratiquent une activité régulière, sécrètent plus d'endorphines. On l'a vu tout à l'heure, les opioïdes endogènes, ça c'est important pour la douleur. Et ont même des seuils de résistance et d'activation de la douleur qui sont différents. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, on sait que la douleur, elle est très très liée aux émotions. D'ailleurs, dans le cerveau, les aires de traitement des émotions et de la douleur sont parfois communes. Donc gérer son stress, avoir un bon sommeil, c'est extrêmement important. On peut aussi faire des exercices de respiration, apprendre la cohérence cardiaque, parce que ça, c'est très important aussi. Il paraît qu'en cas d'épisode douloureux, bien respirer, faire de la cohérence cardiaque, ça peut diminuer la douleur de 20 à 30%. Et puis, pour les hommes, on peut apprendre à s'habituer aux douleurs, par exemple en s'exposant progressivement à l'inconfort, en allant dans le froid, par exemple, en faisant des exercices un petit peu désagréables. Ah, mais je note. Donc, voilà, il y a plein de Allez techniques donc dans la ça. neige, vous baignez nus. Voilà. Sarah Cadour. Oui, j'ai mon client Pascal Limberbe qui a une question pour Abigail. Oui, bonjour. Je me demandais si la différence entre ces sexes peuvent expliquer que les femmes ont une meilleure espérance de vie que les hommes. Alors c'est vrai que en France, par exemple, les femmes ont une espérance de vie de 4 à 5 ans supérieure, mais il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a des facteurs hormonaux, il y a aussi les comportements à risque. Enfin, on ne peut pas donner une explication univoque, mais il y a quand même des hypothèses liées au fait d'avoir 2 chromosomes X. On pense que le fait d'avoir 2 chromosomes X, ça permet de compenser certains problèmes génétiques. Et puis, Stan le disait tout à l'heure, sur les chromosomes X, il y a plein de gènes liés à l'immunité, et donc il y aurait des différences et peut-être un meilleur système immunitaire. C'est très simpliste ce que je dis là, mais chez les femmes que chez les hommes. En tout cas pour la résistance à certaines infections. Mais voilà, on ne peut pas dire ça de façon
formelle. C'est pas la seule explication. On vous laisse vous faire épiler le cif par... Allez-y, penchez-vous. Voilà, puisqu'il y a un salon esthétique, à droite. Qui vient d'ouvrir. Oui, voilà, qui vient d'ouvrir. Alors, moi, j'avais une question pour Abigail, mais avant, ça passe par une expérience. Et Agathe, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on va se marrer. C'est sillon interfessier, au cas où vous n'êtes pas habitué pour le... C'est un habitué. Oui, allons-y. Je sors le testament de Stan avec mes cheveux. Alors, ça, c'est une machine dans laquelle on va mettre tous les deux un doigt. Pas et du tout. On va prendre une décharge aléatoire. Mais pas du tout. Si, Moi, personnellement, donc je ne vais pas mettre ce doigt. Allez, regardez ça. Décidément. Là où il y a le petit point rouge qui clignote, vous mettez votre doigt. Et là, je lance. Et c'est aléatoire. Et je suis dégoûté parce qu'en fait, je l'avais réglé pour que vous preniez la décharge électrique, sauf que tout le monde y a touché avant l'émission et je ne sais pas sur qui ça va tomber. Dieu. Je lance le truc. Ah non, il faut le mettre. Là. Non Ici. Je ne veux pas le faire. Allez. Je peux pas. Ah non. Je peux le faire si vous voulez. Ah, c'est moi qui l'ai pris. Ça fait vraiment mal. Bah oui, je suis sûre que ça fait mal. Pas du tout. C'est comme les paquets de chewing-gum de farce à trappe où vous Arnaud, tirez un chewing-gum et vous prenez une décharge. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Faut retourner à votre place. Alors, la question, vous allez voir que ce jeu est lié à une question, Abigail. Ce jeu, est-ce qu'est-ce qui a inventé elle n'a ce pas jeu? voulu mettre son doigt à l'intérieur? Sociopathe. Ouais. Est-ce qu'au final, l'appréhension que l'on a, elle ne fait pas plus souffrir que la douleur elle-même? Non, elle fait pas plus souffrir, mais enfin si, on peut dire que le fait d'avoir des pensées catastrophistes et d'anticiper de façon négative la douleur, ça va augmenter l'intensité de la douleur. On l'a dit avant, parce qu'encore une fois, émotion et douleur partagent les mêmes aires de traitement dans le cerveau, donc ça influence grandement, c'est vrai. Eh ben voilà, merci beaucoup Abigail. Alors ici, ces différences de sensibilité entre sexes étaient aussi le résultat des siècles de médecine qui s'est construit autour des hommes et surtout a été construit par des hommes. Alors pour en parler, je reçois le médecin et romancier Martin Winkler. Bonjour Martin Winkler. Bonjour. Merci, c'est un honneur d'avoir Martin Winkler. J'espère que vous vous rendez bien compte que... C'est un honneur d'être ici. Voilà, en tout cas, vous, chez vous, vous dites, non, je suis en train de le regarder en direct et tout. Martin, vous êtes médecin et auteur. Vous avez écrit beaucoup de livres, notamment autour de la médecine. Et votre dernier roman, parce que vous êtes donc aussi romancier, je le disais, s'appelle L'amour attend et vient de paraître aux éditions POL. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Depuis le début de l'émission, on parle donc de ces différences entre les hommes et les femmes face à la douleur. On a parfois l'impression que la médecine elle-même a longtemps été pensée à partir du corps masculin. Est-ce que c'est une réalité historique? C'est une réalité et moi je milite pour qu'on enseigne la médecine aux étudiants en médecine à partir de la physiologie féminine qui, comme ça a été dit, est quelque chose qui est rythmé par beaucoup plus de douleur pendant une très grande partie de la vie. Alors évidemment, si on apprenait d'abord à s'occuper des femmes, on pourrait s'occuper de tout le monde. Mais alors, il y a en plus le fait que tous les préjugés, toutes les idées reçues qui sont véhiculées et que vous avez mentionnées ici, elles sont aussi véhiculées par les médecins. Et elles sont véhiculées par les médecins, d'autant plus que la société est patriarcale. La société française est une société très patriarcale, verticale, pyramidale, etc., dans laquelle on pense que les femmes sont des citoyennes à demi-valeur que les hommes, voilà. Et donc, en particulier, on a pendant très longtemps, et ça continue, on a sous-estimé la douleur des femmes parce que c'était des femmes. Le problème, c'est que si on n'enseigne pas, par exemple, aux étudiants en médecine que la douleur, c'est quelque chose de complètement personnel, que ça ne s'estime pas de l'extérieur, mais qu'on demande à la personne elle-même, homme ou femme, de l'estimer, et qu'on la traite en fonction de ce que la personne dit, et non pas en fonction de ce que le médecin pense. Sans l'interpréter. C'est à la personne de dire « j'ai mal » ou « je n'ai pas mal ». Il faut la croire, toujours. C'est ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, quand on la soulage, il faut lui demander, est-ce que vous allez mieux, est-ce que vous avez moins mal ou pas? Et on adapte en fonction de ce que la personne ressent, et non pas en fonction de ce que nous pensons de la personne elle-même. Voilà. Justement, Abigail Deby, est-ce que cette histoire de la médecine, elle peut influencer la façon dont la douleur des femmes est perçue et prise en charge? Aujourd'hui, vous le voyez à l'hôpital, par exemple? Oui, absolument. Il y a des études qui montrent que les femmes ont beaucoup plus de risques de recevoir un mauvais diagnostic. C'est dramatique pour certaines pathologies, notamment les pathologies cardiovasculaires. 2 fois plus de risques d'être mal diagnostiquées d'un infarctus, parce que la présentation clinique est différente. Elles reçoivent moins d'antalgiques aux urgences et elles sont moins crues d'une façon générale. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, on voit toute une cohorte de pathologies émerger et être enfin étudiées. L'endométriose, c'est un cas très extrême. significatif. Voilà, 10 ans en moyenne pour se faire diagnostiquer d'une endométriose, alors qu'il suffisait d'une IRM pelvienne. C'est pas un examen extrêmement compliqué. Donc oui, il y a des biais dans la médecine et aux urgences, effectivement, le fait d'être une femme, le fait d'être en surpoids, le fait d'être précaire, de mal parler français, d'être racisé, eh bien on sait que malheureusement, encore aujourd'hui, ça crée des inégalités de traitement qui peuvent parfois être dramatiques. Vous voulez ajouter quelque chose, Martin, là-dessus? Non, parce qu'elle a tout dit, absolument. Ben voilà, vous avez bien fait votre travail, Abigail. Ça pose quand même la question des traitements, tout ça. Est-ce que les médicaments sont adaptés selon le sexe? Est-ce qu'enfin, on se dit, bah tiens, finalement, c'est peut-être le seul endroit où on est assez inégal, et donc il faut adapter. C'est un des problèmes, c'est que pendant très longtemps, on a testé un peu sur n'importe qui. À partir des années 50, on s'est dit, on ne peut pas tester n'importe comment, mais on s'est mis à sortir les femmes des traitements, des essais sur les traitements, tout simplement parce qu'une femme, ça peut être enceinte, et qu'on ne voulait pas administrer des médicaments à une femme qui était potentiellement enceinte. Donc on s'est mis à tester majoritairement sur les hommes. Le problème, c'est que la physiologie masculine et la physiologie féminine, c'est pas la même chose. Les reins ne fonctionnent pas de la même manière, le foie ne fonctionne pas de la même manière. Le système nerveux n'est pas sensible aux mêmes choses chez les femmes et chez les hommes, et en particulier aux médicaments. Ça se voit avec la prévention, je vous interromps 2 secondes, mais la prévention contre l'alcool, par exemple. Exactement. On voit bien que le foie ne métabolise pas de la même manière chez les femmes que chez les hommes. Et l'alcool n'a pas le même effet sur le système nerveux. Donc, il y a beaucoup de médicaments qui n'ont pas été testés chez les femmes, ce qui n'est pas évident au départ. Mais par exemple, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de voir une femme venir en me disant « j'ai tel effet secondaire ». À cause du traitement que vous m'avez donné. Et comme il n'était pas listé sur le papier, le médecin qu'elle avait vu auparavant lui disait « Non, c'est pas vrai, c'est dans votre tête ». Non, ça pouvait être un effet secondaire qui n'avait pas été répertorié parce que ce n'était pas testé sur les femmes. Donc, a priori, toute personne qui vient en disant « tel médicament me fait telle chose », même si ce n'est pas répertorié, et surtout si c'est une femme, il faut la croire et il faut changer de traitement. Il faut prendre en compte. Vous avez l'impression que c'est en train d'évoluer quand même? Est-ce que la médecine prend davantage en compte ces différences entre les sexes? Alors la médecine le fait, mais pas partout. C'est-à-dire que dans des pays comme le Canada, en particulier, on dit aux étudiants et aux étudiantes en médecine, faites attention à vos préjugés de perception, à vos biais de perception, à vos préjugés de genre, parce que vous risquez de faire des erreurs. En France, c'est pas homogène. C'est-à-dire il y a des facs dans lesquelles on le fait, des facs dans lesquelles on le fait pas, parce qu'il n'y a pas de programme et de prise de conscience qui couvre absolument tout le territoire et tous les enseignements. Il n'y a pas de consensus. En fait, c'est au bon vouloir des professeurs de médecine qui font leur cours. Et des écoles, oui. Voilà. Bon, vous restez avec nous, Martin Winkler. Abigail Deby, on va vous retrouver très vite sur le plateau. On vous laisse à vos patients. Merci beaucoup pour cet éclairage. Oui, on peut l'applaudir. Surtout qu'elle vient de se cogner 24 heures de garde et qu'elle est quand même bien fraîche, je trouve. Alors, on a bien compris que le corps des hommes et des femmes devait être traité différemment parce qu'ils sont différents, tout simplement. Justement, Arnaud, vous allez nous le prouver. Effectivement, on l'a dit depuis le début, biologiquement, on est différent, ça c'était un fait, c'est une chose. Mais c'est physiquement que la différence est intéressante parce que les femmes, elles sont dotées de facultés, on l'a déjà dit déjà dans cette émission, de facultés naturelles, physiques, que les hommes n'ont pas tout simplement. Et la personne la mieux placée pour nous parler de tout ça, c'est notre kiné préféré, M. ton kiné. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Émeric, ça va? Nickel. Donc, Émeric, vous confirmez que sur des choses assez simples, les hommes et les femmes sont pourvus de capacités physiques différentes. Oui, absolument. Et on va voir 2 exos avec vous. Agathe, est-ce que vous nous suivez? On va comparer, on va faire un test si ça me met tous en les deux. valeur. Ce sera moins problématique que ça. Oui, c'est ça, vous n'allez pas m'électrocuter ni me frapper avec un marteau. Ça devrait aller. Ça se passe bien, Sarah, au niveau de... Voilà. Tout va bien. Ça avance. Il n'a plus rien. Vous vous sentez tout léger maintenant. Fantastique. Et ce qui est Qu'est-ce que très tu vas faire? Alors, ce qui est très chouette, c'est que c'est vraiment des exercices, ça se voit tout de suite. La différence, c'est criante de vérité immédiatement. Ça, c'est pour faire le Chair Challenge qu'on a pu voir sur les réseaux. sociaux. L'accent était bon? Impeccable. On va commencer avec vous, Agathe, vous allez voir. Oui. Très simple, vous allez venir vous mettre à peu près à 2-3 pieds du mur en termes de distance. Comme ça? Vous pouvez même reculer un tout petit peu, je pense que ça va être plus On remarque facile la pour tenue vous. de sport en talons, nickel. C'est magnifique, vous allez venir poser votre front sur Ça va être sportif? le mur. Ça va être, Là, pour comme vous, ça? va être Ah oui, une ça c'est vrai, facilité ça me met vraiment en valeur. Merci beaucoup. Lorsque vous êtes ici, Oui. vous attrapez le tabouret et vous allez vous relever. Est-ce que pour vous, c'est facile ou difficile? C'est ça mon challenge? Genre, comme elle nous. Non mais c'est vrai? Ouais, c'était ça. Ok.
Le problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait les mêmes résultats avec des cobayes masculins. Là, on sent la Là, il va pas y arriver. Il devrait. Alors, il va essayer en tout cas. On recule un tout petit peu les pieds, on les garde un peu moins. Peut-être là, c'est un peu difficile pour que ce soit nickel. On attrape le tabouret, on se relève. Là, voilà, il a clairement passé au niveau du dessus. Il est clairement pas en confiance. Allez, on y va. Il exagère. Donc, vous viendrez pour une rééducation des cervicales au cabinet? Non, mais c'est une blague ou Non, pas mais non, pas du tout. Mais c'est ça montre que sur un geste simple. Non, mais là, vous avez pas fait Non, exprès mais pas du tout. Regarde, je le refais. Ah, il s'était mis un peu loin quand même. Hein, mais Rapprochez-vous. un tout petit peu C'est les quand même un pieds. métier à risque. Allez-y. Je vais le tenir pour les cervicales, voilà. Moi, j'ai un peu peur quand même. Non, je suis un bonhomme. Non, vraiment, vous Je suis essayerez à gainé, la hein. maison. Ah bah, non, mais vous êtes plus classe sur une planche de sable. Je savais que ça allait mettre en valeur. Et Non, en mais effet, et ces différences, en fait, on va les expliquer par principalement une différence de répartition de la masse au niveau plutôt hanche, bas du corps chez les femmes et plutôt au niveau du tronc chez les hommes. D'accord. Vu que le centre de gravité est décalé, ben, sur un exercice comme ça, on va avoir une difficulté à se relever. Ce qui peut expliquer, une fois encore, la différence homme-femme sur ce genre Le de choix ridicule et vous impeccable en talent à vous relever. Moi, franchement, en plus, j'avais des talons. Et alors, on va appeler 2 personnes du public parce qu'il y a un autre exercice. Celui-là, c'est de la souplesse. Oui, beaucoup plus simple, beaucoup plus classique. Mais toujours pareil. Ouais, on va tester les différences hommes-femmes. Je sens que vous allez vous ridiculiser. Je sais pas ce qui me fait dire ça. Très simple, on va juste venir tous s'enrouler vers l'avant, garder les genoux bien tendus et descendre le plus bas possible. Bah voilà, là c'est parlant, on a 3 hommes qui ne touchent pas par terre. Non. Alors il y a un homme qui triche et 2 hommes qui ne touchent pas par terre. Et 2 femmes qui se demandent où est la difficulté de ce genre d'exercice. Bah là, oui. Bon, après, il y a des femmes qui peut-être y arrivent pas, non, quand même. Oui, alors c'est pas une généralité qui marchera à 100%. Mais on est plus souple. Sur ce test, qu'est-ce qu'on fait? Un étirement de la chaîne postérieure, du dos, des fessiers, des ischio-jambiers, du mollet. On va faire un étirement global. Il va y avoir des différences qui peuvent être dues à la pratique. Est-ce que j'ai fait de la danse, du yoga, des sports de souplesse, mais aussi qui va être hormonal. C'est-à-dire que selon les hormones, le tissu conjonctif, donc qui compose les muscles et les tendons, va avoir une capacité à s'étirer qui va être différente. Et chez les femmes, cette capacité d'étirement, elle peut s'entraîner, mais elle est de base un peu plus développée que chez nous les hommes. Et précisons quand même que c'est très important, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, très important de travailler l'équilibre, la souplesse et la mobilité aussi pour bien vieillir. Le centre de gravité aussi. Je me souviens qu'on avait fait un exercice sur le centre de gravité qui était différent. Oui, celui où on avait fait à genoux, on s'était éclaté. Voilà, on s'était encore une fois mis en valeur. Le même genre de test, exactement. Oui, bon, écoutez, pour une fois que c'est dans ce sens-là, ça nous fait plaisir. Merci Arnaud pour ces démonstrations. Vous n'auriez pas d'ailleurs un exercice, Émeric, à nous montrer pour aider, je sais pas, pour aider les hommes, mais les femmes aussi, pour travailler, entretenir la souplesse, puisque c'est important pour vieillir. J'ai un très bon test qui bien peut vieillir. servir aussi d'exercice. Ça va être ce qu'on appelle le wall squat, donc le squat face à un mur. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour pratiquer, mais aussi pour vous tester. Vous allez prendre un mur chez vous. Très simple. Le but du jeu, ça va être de faire l'exercice que je vais vous montrer en étant le plus proche possible de ce mur. Plus vous reculerez, plus ce sera facile. Si je me mets assez loin, j'ai les bras bien tendus au-dessus de la tête, les pieds parallèles, et je vais essayer de descendre en bas du squat et de remonter. Une fois que j'ai réussi, je m'avance un petit peu. Et je recommence, je descends le plus bas possible et je remonte. Et vous allez voir que si vous êtes plutôt raide, vous aurez du mal. Et plus vous serez souple, plus vous allez trouver cette distance limite. Ou par exemple, chez moi ici, là globalement, j'ai atteint ma limite, je ne peux pas aller plus loin. Il est un homme à terre, mesdames. Un homme à terre, aidez-moi, je crois que je vais... Donc ça, vous pouvez vous entraîner à le faire, vous allez sentir une activation musculaire dans le dos, ça va travailler votre mobilité au niveau des genoux, des hanches, du dos et des épaules. C'est un très bon test, mais un exercice très complet. Pardon, on rit pas du tout de vous, Émeric, on n'a rien écouté de ce que vous avez dit. Parce que le pauvre Arnaud vient de s'électrocuter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le testeur de règles. Voilà, et il a pris le testeur de règles. Et Il a fait un bond de 2 mètres. Ne vous approchez pas, Henri Winkler. Donc on vient de prouver, Henri, une fois de plus, les différences entre sexes, tout simplement. Vous qui avez exercé au Canada, justement, quel regard vous portez sur la manière de soigner les genres en France par rapport à outre-Atlantique? Il y a quelque chose qui a été dit plus tôt, c'est le fait que quand vous êtes déjà sensibilisé à la douleur, vous souffrez plus. Et quand vous êtes en appréhension, vous souffrez plus. Et il y a une différence majeure. C'est vrai que je vous ai appelé Henri, je ne sais pas pourquoi, je trouvais que vous aviez une tête d'Henri. On me dit dans mon oreillette, enfin Agathe, c'est Martin. Ben oui. Et il y a donc il y a une différence majeure entre la culture française et la culture des pays anglo-saxons, c'est que par principe, dans les pays anglo-saxons, les professionnels de santé sont gentils. Pourquoi ? Parce que si vous êtes agressif, vous augmentez toutes les perceptions de la personne qui est à côté de vous. Vous allez augmenter sa douleur, vous allez l'empêcher de préciser ce qu'elle fait.
Mais attendez, c'est culturel ça ou c'est appris Alors, dans c'est les culturel. facultés de médecine? C'est culturel et c'est appris. C'est-à-dire que dans une société, encore une fois, verticalisée, où l'élite regarde les autres d'en haut, on a tendance à vous culpabiliser, à vous accuser, à vous dire que vous n'êtes pas bien, etc. Dans des cultures dans lesquelles chaque personne est considérée comme étant égale à une autre, eh bien, vous avez un respect qui est beaucoup plus grand. Au Canada, on rigole, les Américains rigolent des Canadiens, parce qu'au Canada, dès que vous brossez le bras de quelqu'un comme ça dans l'ascenseur, vous dites « Oh, pardon ». C'est-à-dire que tout le monde s'excuse. Pourquoi? Parce que tout le monde a le respect des autres. Et moi, je suis allé aux urgences en tant que patient aux urgences de Gatineau, où j'habite, et c'est extraordinaire la manière dont les gens vous reçoivent avec bienveillance, avec gentillesse. Ils vous rassurent. Ils commencent par vous rassurer. Oui, c'est ça. Et déjà, vous êtes... donc déjà, on est en confiance. Voilà. Et donc il faudrait que les étudiants en médecine soient éduqués par leurs patrons, c'est-à-dire que les patrons commencent par le faire aussi, à être bienveillants, parce que ça va diminuer les symptômes des gens. Voilà, donc il y a quand même un énorme boulot à faire et un énorme boulot à faire aussi de formation, bon, culturelle globalement, on a bien compris, et puis de formation aussi quand on fait de la médecine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Martin, non pas Henri, je ne sais pas pourquoi. Henri Martin, peut-être? Peut-être. Je ne sais pas, il faudra qu'on réfléchisse tous les deux après cette émission. Merci en tout cas. Je rappelle que vous avez publié un très beau roman qui s'appelle L'amour attend aux éditions Paul. Merci. Aime-t-on kiné? Merci Sarah, merci et bravo pour votre siffle et merci Arnaud. À demain pour la grand-messe bel et bien avec Ali Rébéi.